tendances que je vais vous partager maintenant vont vous donner des idées. L'année dernière, comme je vous le disais, on avait lancé un premier e-book qui avait été d'ailleurs le point de départ de la Content Week, où on parlait de beaucoup de tendances qui finalement n'ont pas eu autant lieu qu'on l'imaginait. Je pense notamment au métavers. Alors le métavers, c'est quand même devenu plus une réalité que ça n'était à l'époque, mais ça n'a pas non plus été un chamboulement majeur comme on l'imaginait en fait l'année dernière. Donc voilà, il faut toujours relativiser en fait certaines des choses qu'on se présente. Elles vont à leur rythme. Là, l'idée, c'est quand même maintenant de vous partager 5 des 10 tendances qu'on a imaginées pour 2023 et de voir si ça résonne chez vous, si ça va vous amener à concevoir, imaginer différemment votre production de contenu, à amplifier différemment vos contenus, à les optimiser différemment, sachant que j'ai un fil rouge en fait sur chacune de ces tendances, c'est vraiment le sujet de la performance éditoriale. C'est pas le sujet sur le papier le plus sexy au monde. Ah ouais, on va parler de performance, d'être meilleur que je ne l'étais avant. Enfin, nous, on adore ça en soi, se tirer vers le haut et évidemment progresser. Et en fait, il n'y a pas de stratégie de contenu digne de ce nom qui n'est pas tournée vers l'atteinte d'objectifs précis et vers une performance qu'on souhaite optimale. Donc à chaque fois, sur chacune des tendances, je reviendrai un peu sur les critères de performance qu'on imagine pour chacune d'entre elles, les fameux KPI. Et voilà, il y aura peut-être matière à en discuter. Donc n'hésitez surtout pas à nouveau à réagir dans le chat. Donc là, on est parti pour une demi-heure de présentation de 5 tendances éditoriales. Et après, je passerai la main à Clémentine, notre super content strategist, qui sera accompagnée de notre client Dimitri, d'IRCOM de l'ESCP. C'est parti. Une tendance, pour le coup, qu'on aime beaucoup, qu'on a travaillé en fait l'année dernière et qu'on poursuit cette année, c'est toujours le sujet de la RSE et de l'éco-responsabilité des marques, avec un angle qu'on a voulu un peu plus précis cette année sur l'éco-conception. Et notamment le fait qu'on vous invite toutes et tous à avoir chez vous, et pas que dans vos tiroirs, mais un document qu'on appelle une charte d'éco-conception qui va revenir sur toutes les bonnes pratiques que vous voulez mettre en œuvre dans le cadre de votre production de contenu au service de l'éco-responsabilité de votre marque. Et donc, je voulais commencer par cette question-là. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui la connaissent déjà. Ceux qui nous suivent, les fans de You Love Words, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont connectés. Pour les autres qui la découvrent, n'hésitez pas à répondre à cette question dans le chat. D'après vous, quelle est la couleur parmi ces 3 couleurs qui consomme le moins d'énergie? Je vous donne un petit peu de temps, mais allez-y. Est-ce que c'est le blanc? Est-ce que c'est le noir? Ou est-ce que c'est le bleu foncé? C'est ça. Et donc là-bas, la couleur qui consomme le moins d'énergie, c'est le noir. C'est le noir. Alors, contrairement évidemment à la couleur qu'on imaginerait dans les documents qu'on imprime, plus on imprime d'encre noire sur un papier physique, plus on va consommer d'énergie. Le digital, c'est le contraire. Ça nous a amené en fait à réaliser avec certains de nos clients, notamment Orange par exemple, dans le cadre de leur stratégie de contenu réseaux sociaux, qu'il fallait intégrer beaucoup plus de couleurs noires qu'on ne le faisait avant. Avant, on avait tendance à faire des stories ou des formats qui intégraient le blanc parce qu'on trouvait que c'était joli, et puis c'était aussi une couleur qui faisait partie des 3 couleurs de la charte d'Orange. Et le fait d'avoir basculé vers du noir nous amène à nous dire que c'est toujours aussi chouette, mais que ça consomme moins d'énergie. Autant allier les deux. Et le bleu foncé est une couleur qui consomme aussi pas mal d'énergie. Et j'aime toujours à me dire et à dire aux équipes qu'il faut peut-être qu'on revoie un peu notre charte à nous, notre charte graphique, parce que cette couleur est au cœur de notre charte graphique. Mais c'est juste pour le clin d'œil. On l'aime bien. Donc, ce sujet-là, et d'ailleurs toutes les tendances que je vais vous partager, doivent être relativisées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les prendre comme une vérité absolue. Vous le verrez notamment sur une tendance qu'on appelle le langage clair. Voilà, il y a matière à en débattre. Sur l'IA aussi, il y a matière à en débattre. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire tous vos contenus sur fond noir. Mais voilà, c'est de commencer à rentrer en fait dans ce raisonnement-là et dans cette responsabilité-là. Pareil, d'après vous, parmi tous ces formats que vous voyez à l'écran, donc on est sur Instagram, quel est en fait celui de ces 4 formats, ou de ces 4 actions plutôt, qui consomment le plus d'énergie? Est-ce que c'est de regarder une story finalement? Est-ce que c'est de regarder une photo, de scroller dans le feed ou de regarder un live? Donc, n'hésitez pas, pareil, à répondre. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Il y en aura, vous le verrez quand même, il y en a une bonne en tout cas. Mais je vous laisse répondre. Est-ce que c'est de regarder un live? Le live consomme en effet beaucoup d'énergie. Je pense que vous êtes quand même quelques-uns à imaginer que c'est le live. Mais non, c'est scroller dans le feed. C'est scroller dans le feed. Pourquoi? Parce que dès qu'on scrolle dans le feed, en fait, on charge les formats qu'on va être amené à visualiser, quoi. Et donc ça, évidemment, ça consomme plus d'énergie que de juste regarder une story ou de regarder une photo. Regarder un live consomme aussi, de facto, beaucoup d'énergie. En effet, on ne va pas se mentir, c'est le cas. Et donc voilà, plus on a cette conscience-là, plus on va être en mesure de se dire à un certain moment que notre impact, nous, en tant que,
j'ai envie de dire, marketeurs, communicants dans le digital, on a une vraie responsabilité aujourd'hui sur l'émission de CO2, en fait, et de carbone. Et je ne sais pas si vous savez, d'ailleurs, 7% d'ici 2040 des émissions de carbone seront générées par le digital. De la même façon que 15% de la consommation d'électricité mondiale est liée au numérique aujourd'hui, soit l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Donc, c'est juste pour montrer que, OK, c'est très bien de produire des contenus digitaux, sympas, funky, qui engagent, mais il faut qu'on ait bien à l'esprit quand même que ce qu'on fait a un impact aussi sur la planète. Je vous parlais en intro de la charte d'éco-conception. Donc, c'est vraiment ce document de cadrage qui nous permet de définir les principes et les bonnes pratiques de conception d'une stratégie de contenu responsable. C'est un truc finalement nous, on a encore assez peu produit pour vous et globalement pour nos clients, qu'on voit encore assez peu sur le marché, mais qu'on incite vraiment à poursuivre parce qu'il a plein d'intérêts. Plus on va vers une approche minimaliste, épurée et éco-responsable, plus on va économiser d'argent, plus on va améliorer l'expérience utilisateur en fait, de nos clients qui sont sur nos sites et nos réseaux sociaux en allant à l'essentiel. Normalement, ça permet d'augmenter son trafic organique parce qu'on se rend compte que Google aime bien les sites épurés, éco-responsables et les index et les références mieux que d'autres. On aura un meilleur taux de conversion parce qu'il y aura moins de distractions à l'écran et on diminuera le taux de rebond. Donc, il y a quand même un intérêt assez fort à se poser cette question-là, pas non plus à ce que nos actions soient dictées par l'éco-responsabilité forcément, ça c'est fonction de chacune des marques et de chacun d'entre nous, mais de l'intégrer progressivement dans nos actions. On a mesuré en fait avec l'équipe l'impact en fait éco-environnemental qu'avait notre site. Il y a un outil gratuit que je vous invite à tester qui s'appelle EcoGrider, donc n'hésitez pas à aller dessus. Vous verrez comme nous qu'il y a des choses peut-être que vous faites bien, d'autres moins bien. Ça permet de se situer, pas forcément de se dire qu'on est des mauvais élèves, mais en tout cas qu'il faut, si on l'est, qu'on progresse. Et c'est là-dessus surtout que moi je juge nos équipes et qu'on se juge sur notre capacité à faire mieux en termes de poids de site, en termes de charge, en fait, de format, parce qu'il s'agit bien de ça. Une photo qu'on aurait tendance potentiellement à mettre en format bien chargé, on va plutôt aller sur un JPEG et sur une taille de photo qui est, vous le verrez sur la slide d'après, qui est optimisée en fait pour le web. On n'a pas besoin de mettre des photos hyper lourdes quand on est sur une diffusion digitale. Ça, c'est un écueil qu'on commet très souvent. Il y a beaucoup d'illustrations en fait inutiles qu'on va garder sur ces serveurs. Bah, ce n'est pas nécessaire. Le format SVG ou même le format .png fonctionne très bien. Idem pour les vidéos. On a tendance enfin, je ne sais pas si on a tendance. On peut avoir parfois tendance de continuer d'héberger en fait, des vidéos sur nos serveurs et les diffuser comme telles sur nos sites. Voilà, c'est quand même très bien de les embedder à partir de YouTube, Vimeo ou autres. Pour les textes, c'est pareil. Il y a des fontes en fait, que Google aime bien, qui sont plus légères que d'autres. Et donc, quand on fait travailler ses propres créas dans des fonderies hyper quali, c'est important de continuer de le faire parce qu'on va tous chercher le beau en fait, dans notre approche éditoriale. Mais si on peut arbitrer entre ça, à savoir faire des fontes maison un peu lourdes et se servir de Google Fonts, voilà, il y a une question à se poser. Et il faut qu'elle réponde à ses objectifs et à nouveau, pas aller dans les extrêmes. On n'est pas obligé de se dire qu'on va aller que vers les purs ou que vers des choses très chargées et très créa. Essayer de trouver en fait son chemin en soi au milieu de tout ça quand on est une marque. Les designers éthiques ont imaginé une première charte d'éco-conception que je vous partage très rapidement là. Mais je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, c'est un peu petit sur le texte juste à côté de la photo. On voit que par défaut, en fait, le poids de l'image était super lourd, faisait 1,4 mégas, et qu'avec tous les différents redimensionnements qui ont été pratiqués, la photo ne fait plus que 72 kilooctets et est quand même super sympa à visualiser. On n'avait pas besoin d'avoir une photo qui faisait 1,4 mégas initialement, quoi. Donc ça, c'est plein de petites bonnes pratiques qu'on peut travailler en équipe autour d'un projet assez fédérateur, et donc je vous invite vraiment à le faire. Je vous parlais de critères en fait, de performance à suivre, il y en a plein, hein. Le chargement de la page, le score SEO, on est tous à fond sur nos scores SEO, enfin, en tout cas je l'espère, et l'accessibilité au contenu, le temps passé sur les contenus, tous ces éléments-là peuvent être vraiment favorisés et facilités par son approche éco-responsable. Donc si vous n'avez pas de charte d'éco-conception, vous pouvez la produire en interne, et si vous n'avez pas le temps de le produire en interne, pensez à YouLabWords, on adorait vous accompagner là-dessus. Une deuxième tendance qui est toujours pareil, finalement assez éco-responsable, et si vous tenez bon toute cette journée avec nous, ça va être le cœur de ma discussion avec Jean-Jacques Twelgat, qui est directeur marketing de Vinci, en fin d'après-midi à 16h30. Donc stay tuned, comme on dit, soyez là. On va expliquer comment on a optimisé beaucoup de contenu à ses côtés en réalisant qu'il y avait plein de choses très sympas déjà dans leur DAM et donc dans leur système, dans leur bibliothèque de contenu, et qu'il fallait les retravailler ou juste s'en servir en l'état. C'est bien de ça qu'il s'agit finalement. D'aller déjà se poser la question de quels sont les contenus que j'ai produits et de bien les cartographier et de les qualifier.
Donc ça, c'est la première étape. Et je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais j'imagine que si. Est-ce que vous êtes en mesure, tout de suite, à cet instant précis, de savoir, globalement, sur 100% des contenus que vous avez produits depuis 10 ans, ou 5 ans, ou 3 ans, si votre boîte s'est créée récemment, où est-ce qu'ils se situent et de quoi ils parlent? Est-ce qu'on les a bien cartographiés, qualifiés? C'est la première étape fondamentale qu'on est en train de travailler, nous, avec pas mal de nos clients en ce moment, qui permet derrière de se dire, OK, sur cette base de contenus existants, que ce soit des photos, des vidéos, des articles, quels sont ceux qu'on aimerait optimiser pour les améliorer. Et donc là, il y a plein de façons d'optimiser ces contenus, mais si je devais avoir un peu un chapeau maintenant SEO, c'est de se dire que nous, par exemple, j'en parle dans la tendance d'après, on a ce qu'on appelle des pages piliers, des pages référentes assez longues, qu'on a mis vraiment des semaines à produire. Il ne s'agit pas de la réinventer tout le temps et d'imaginer d'autres formats qui viendraient la remplacer. Il s'agit plutôt de se dire qu'on va essayer de l'optimiser, cette page, on va essayer de l'améliorer. On va y rajouter des backlinks, on va y rajouter des interviews d'autres intervenants sur le marché. On va venir vraiment exploiter le contenu existant, ça nous fera gagner du temps et ça va nous renforcer sur nos positions zéro, telles qu'on les a sur certains des contenus qu'on a produits pour You Love Words. Donc voilà, optimiser et exploiter vos contenus existants. Et ensuite, il y a une autre façon de faire, c'est de les décliner finalement. On parle beaucoup d'écosystème de contenu. Je pense que ça vous parle aussi. Très souvent, vous avez pu observer que vous partiez soit d'un livre blanc, soit d'un article que vous aviez écrit, et que vous disiez que ce serait sympa de le décliner en des social posts, pourquoi pas en un script pour un podcast que vous êtes en train de lancer. Ça, on vous invite vraiment à le faire. Donc, ne pas réinventer la roue tout le temps, se poser toujours la question en début de process de ce qu'on a envie d'optimiser, de décliner dans le cadre de ce qu'on a déjà produit. Donc là, je vous pose cette question. Déjà, le DAM, c'est un nom qui doit être familier pour certains d'entre vous, moins pour d'autres. Donc, un Digital Asset Manager, c'est, comme je vous le disais, une sorte d'énorme bibliothèque, content library, d'une certaine façon, dans laquelle vous allez stocker, archiver, qualifier, cartographier tous les contenus que vous avez produits. Un DAM ne fait pas que ça. Derrière, il y a des DAM plus avancés que d'autres qui vous permettent d'avoir des process de production et de partage de ces contenus en interne, des process de mesure de la performance des contenus que vous avez dans votre DAM et que vous partagez en externe ou en interne. Donc, il y a des DAM qui sont plus équipés que d'autres pour ça. Et voilà, certains des DAM, sans que ce soit une liste exhaustive qu'on a identifiée, peuvent être celui d'Adobe qui s'appelle Adobe Experience, Binder, qui est une boîte néerlandaise, si je ne me trompe pas, qu'on aime bien, qui fait des DAM vraiment chouettes. On a un petit chouchou en ce moment, d'autant plus parce que c'est une boîte française et portée par une nana vraiment géniale. Donc, on la plébiscite. Elle est venue rencontrer les équipes, présenter son DAM. Et donc, on a commencé à le partager, à le commercialiser à leur côté auprès de premiers clients qui en sont, je crois, satisfaits. Donc voilà, c'est une interface assez chouette qui permet, comme vous le voyez, non seulement de localiser et de présenter à son équipe en interne ces différents formats, donc, via une recherche qui est vraiment très bien foutue, mais aussi sur la gauche, si vous voyez en haut à gauche dans la navigation, dans la barre de gauche, d'y insérer en fait son brand book, ses guidelines éditoriales, les formats dont on a envie que l'ensemble de l'équipe en dispose. Très souvent, votre plateforme de marque, votre manifeste, votre charte graphique, votre charte éditoriale, elle traîne dans un tiroir. Et là, il faut maintenant vraiment la partager à vos équipes parce que vous avez mis du temps et de l'argent à le faire. Ce n'est pas Solène qui dira le contraire. Il y en a même 30 maintenant, il y en a 30 en cours de production chez RX France. Donc, il faut vraiment les partager à l'ensemble de l'équipe. Le DAM en soi est vraiment une excellente façon de le faire. Ça, c'était pour la partie identification. Pour la partie déclinaison sans vous casser la tête, parce que vous étiez peut-être en train de prendre votre pause en ce moment, c'est de vous dire voilà, qu'à partir d'une infographie, on peut décliner plein d'autres sous-formats, que ce soit des articles de blog, des statistiques, des données, des posts invités, et ou au contraire de se dire que tous ces autres formats qu'on a produits viennent se réintégrer dans un autre format qui est celui de l'infographie. C'est in and out, j'ai envie de dire, mais il faut toujours réfléchir en termes d'écosystème et de déclinaison, et c'est comme ça qu'on optimise à la fois son budget et sa performance éditoriale. Donc vraiment, j'imagine que vous le faites déjà, mais toujours bien se rappeler que c'est très important de miser beaucoup là-dessus. Ça permet plein de choses, vous l'avez compris, hein, mais d'économiser de l'argent. On a beaucoup de nos clients qui sont dans cette optimisation-là, post-Covid, inflation. Donc, on est en train de les conseiller pour une bonne partie d'entre eux sur voilà, le bon ratio de contenus originaux à faire versus de contenus à optimiser. Et même si c'est toujours un certain budget que d'optimiser ces contenus existants, ça coûtera toujours moins cher que de les produire de façon originale. Ça améliore votre ROI, ça limite la marge d'erreur aussi. On a déjà une bonne base qui a été produite, on la décline, donc on n'a plus tout ce travail de documentation à faire. Ça affirme votre positionnement, ça vous renforce sur vos contenus forts et ça vous permet d'apporter encore plus de valeur à votre cible parce que le contenu il sera toujours de meilleure qualité et plus pertinent parce que
vous avez passé du temps à faire vos masters et ensuite à les décliner. J'espère que ça résonne chez vous. En tout cas, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ne les vois pas forcément toutes passer, mais je sais que Romain et l'équipe est là pour vous aider à y répondre. Il y a plusieurs critères de performance à suivre là-dessus. Donc, c'est combien de nombre de contenus on a sélectionné en fait dans son DAM. Ça peut être ça. Ça, c'est des exemples. On trouvait ça sympa avec l'équipe d'imaginer un ratio qu'on n'a pas forcément appliqué, pour être honnête, mais pourquoi pas un jour se dire, à l'occasion d'un comité éditorial, combien est-ce qu'on a produit de contenus originaux versus de contenus qu'on vient d'optimiser? C'est quoi ce ratio-là? Est-ce qu'on pourrait se fixer un jour un ratio de ce type-là? Je trouve que c'est une bonne question à se poser et je trouve ça en soi très intéressant de réfléchir en ces termes. Et puis pareil, sur la déclinaison, c'est de dire combien de contenus on a décliné pour produire combien de nouveaux formats. C'est des nouveaux KPI que je trouve malins et assez ingénieux d'intégrer dans nos suivis de la performance des actions qu'on met en œuvre. Voilà, ça c'est la troisième tendance que je voulais vous présenter ce matin. Pour rappel, il y en a 5 autres cet après-midi, donc si vous aimez ça, revenez. C'est ce qu'on a appelé un peu maison, c'est avec Romain qu'on avait imaginé ça, un méga content, pour ne pas dire page pilier, mais en tout cas c'est un contenu en fait long de plus de 3000 mots, qui peut être un e-book, un très long article, une étude de cas, ou chez nous en l'occurrence une page pilier. Donc une page pilier, ça peut être la page du content marketing qu'on va vraiment construire comme étant la page référente du sujet aujourd'hui sur Internet. Vous voulez savoir ce qu'est le content marketing, venez sur notre page pilier. Elle porte bien son nom et elle fait en l'occurrence encore plus de 3000 mots, je crois. On a différentes études qui peuvent être poussées par exemple par SEMrush qui montrent qu'on a 3 fois plus de trafic qui sont générés par les articles longs que les articles de longueur moyenne. Donc ça, comme nous, on est toujours un peu en train de suivre Dieu Google, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas un dieu pour tout le monde, mais ça change. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait qu'il fallait faire beaucoup de petits contenus très bien foutus pour être bien positionnés, bien indexés. Là, on sent qu'il y a quand même une tendance qui est assez forte sur les pages piliers. On l'a éprouvé nous-mêmes, donc on peut encore plus facilement en parler. Allez-y, produisez des pages longues référentes sur vos sujets. Ça vous permettra de générer, d'après ce qu'on a pu observer nous et ce que les études montrent, encore plus de leads si c'était votre objectif. Voilà la page pilier du content marketing de You Love Words. Donc, la scroll automatiquement. Je ne sais pas si elle est trop alignée avec une charte d'éco-conception particulièrement pointue sur la légèreté des formats, mais on y travaille parce qu'on n'a pas non plus voulu trop charger cette page. Elle se charge bien. Et donc, vous voyez, il y a plein d'éléments dessus. Ça peut paraître, pour certains d'entre vous, indigeste, notamment parce que je scrolle rapidement, mais parce qu'il y a beaucoup de formats. Mais quand on veut s'intéresser à un sujet comme ça, c'est sur cette page-là qu'on va vraiment trouver l'essence même de tout ce qu'il faut savoir sur le content marketing. Et donc, nous, on a adoré faire ce travail-là. On l'a fait sur le brand content. On est en train de le faire sur plein d'autres formats. On ne vous révèle pas tout non plus. Mais allez-y. Si vous avez envie d'être prescripteur, d'être la référence sur votre sujet, sur votre secteur, allez sur ce format-là de la page pilier du méga content. Ça vous reviendra. Pourquoi ça marche? Parce qu'on s'est rendu compte, nous, chez You Love Words, que ça permettait de rediriger vers 30 de nos articles via du maillage interne, qu'on avait plus de 60 backlinks maintenant qui redirigeaient vers cette page. On a énormément de mots-clés prioritaires qu'on a intégrés dans cette page. Et même si on ne se parle pas de millions de visites par mois, c'est des visites très pertinentes pour nous en termes de business. Et elles nous ont permis de générer l'année dernière presque 1,5 million d'euros de revenus grâce à cette page-là qui redirigeait vers les autres articles du site. La page pilier n'est pas forcément la page à partir de laquelle on va convertir nos audiences en clients ou en leads, mais c'est celle qui va rediriger vers d'autres landing pages qui, elles, pour le coup, vont avoir des accroches plus commerciales. Donc voilà, si vous êtes en B2B notamment et que vous avez besoin de générer plus de leads, cette page-là, ce format du méga content, on vous le recommande vraiment. Donc choisissez bien vos mots-clés, faites un plan et enrichissez votre contenu en fonction de ça. Ça, je pense que vous l'avez compris. De toute façon, on vous partagera les slides si vous le souhaitez et on reviendra un peu sur les éléments sur lesquels je passe peut-être un peu plus vite. Mais moi, les critères que j'adore suivre sur ma page pilier, c'est le temps qu'on va passer dessus. Si on est en mesure vraiment de montrer qu'on passe beaucoup de temps sur nos contenus, c'est qu'on a réussi notre coup. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait moins de 9 secondes d'attention continue maintenant et que toutes les 13 000 secondes sur un site internet ou plutôt son compte Insta, le cerveau en fait, va décider ou pas de poser son pouce. Ça montre un peu le challenge qui est d'arriver en fait, à capter l'attention d'un utilisateur sur une page longue. Plus elle est riche et bien foutue et bien construite, plus on passe de temps dessus, plus on se dira qu'on a réussi notre affaire. Voilà, le nombre de backlinks, ça c'est un des vrais piliers du SEO. Il y a la partie technique, il y a la partie édito, sémantique, et aussi il y a la partie backlink, évidemment. C'est combien de personnes référentes sur le marché vont parler de votre contenu. Et ça se travaille aussi spécifiquement. Quand on a une page pilier comme ça, c'est vraiment un critère qu'on regarde.
Voilà, donc l'année dernière, quand on avait fait la Content Week, je pense qu'on faisait partie, pas non plus des premiers à parler de l'intelligence artificielle, mais quand même, on avait le matin parlé de podcast et l'après-midi, je me souviens, le premier jour de la Content Week, on a eu des doctorants qui étaient venus parler d'intelligence artificielle. C'était peut-être une des confs où il y avait le moins de monde, mais où nous, on était à fond passionnés par ce qu'on nous racontait. On avait notamment appris, en fait, que l'équipe, en fait, arrivait à l'époque à rédiger des chroniques, ou plutôt des résultats de matchs grâce à l'IA. Donc le magazine L'équipe, hein. Ils étaient en mesure de dire sur les matchs de hockey pour gazon qui vont passionner certaines personnes mais moins d'autres, voilà le résultat du match, il s'est passé ça, que sur la base de data qu'ils avaient reçues et sur voilà, un outil d'intelligence artificielle qui leur permettait à un moment de présenter un contenu qui était intelligible et sympa à lire. Ça, c'était évidemment, donc il y avait plein d'autres exemples, hein, C-Labs, qui est une société partenaire qu'on adore, portée par Claude et Sylvain, nous expliquait que dans le cadre des élections présidentielles, leur intelligence artificielle, leur outil, avait permis de générer en 4 minutes, je crois, l'équivalent de plus de 250 000 euros de résultats dans chacune des communes de France liées aux élections présidentielles. Donc ça, évidemment, l'humain n'était pas capable de le faire. Leur outil d'intelligence artificielle, leur intelligence artificielle était capable de le faire en revanche. Donc voilà, on avait parlé de ça, et depuis, ben, vous le savez, il y a eu ChatGPT, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, hein, mais il y a plein d'outils qui ont connu un essor assez fracassant sur le marché. Et je ne vous présenterai pas la tendance comme je vais le faire aujourd'hui, comme je l'aurais fait non plus il y a 3 mois. Vous savez comme moi que c'est en train de bouger à vitesse grand V. Il faut rester très humble par rapport à ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes des aficionados de l'IA et si vous êtes tous les jours connectés aux news qui tombent, mais il y en a tout le temps. On vient d'apprendre que l'Italie venait de stopper ChatGPT 3 sur son territoire parce que ça pose des questions légales, éthiques, de source de ce que ChatGPT met en avant, bah, qu'ils ne sont pas en mesure de garantir et de contrôler. Et à côté de ça, je pense qu'on est maintenant des centaines, des milliers, des millions. Je crois que Romain me disait qu'on était plus de 21 millions maintenant à se connecter sur ChatGPT dans le monde. Ça me paraissait même faible par rapport à ce que j'imaginais. Mais voilà, le train est en marche, on monte dedans, on y va. Et je pense vraiment, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train d'intégrer de plus en plus au cœur de You Love Words aujourd'hui, que le succès du contenu passera par un alliage, une alliance en fait, entre l'intelligence humaine et artificielle. C'est d'ailleurs ce qu'on disait déjà l'année dernière, et c'est une conviction qu'on a. On a toujours été très tech chez You Love Words et très édito. Notre cœur, il bat éditorial, il bat créatif. C'est vraiment ce qui nous anime, c'est ce qui fait qu'on a pris des bureaux qui nous inspirent, c'est ce qui fait que tout à l'heure, vous avez dû le sentir, que ce soit Capucine ou Laetitia, on parle de nos contenus et de nos clients avec beaucoup d'amour. Le contenu tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'a connu, très créatif et expert, c'est ce qui nous anime. Mais si on peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle maintenant pour mieux le faire, on va y aller, quoi. Il y a différentes utilisations possibles pour une marque de ChatGPT, si c'est bien de ça qu'on voulait parler là dans le cadre de cette tendance, que ce soit en termes de stratégie, de production ou de mesure de ce qu'on a fait. Tout ce que je mets en dessous et ce qu'on a travaillé avec les équipes, c'est parfois une réalité, à d'autres moments c'est hypothétique. On est plus là encore entre réalité et fiction, mais on ne s'interdit rien. On se dit que quand on va définir une stratégie pour un client, on va pouvoir s'appuyer à un moment sur des éléments de brief qu'on récupère du client, qui vont nous aider à un moment à participer à la création de la stratégie de notre client. On parle de prompt, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent ce mot-là tous les jours, d'autres qui vont peut-être le découvrir aujourd'hui, mais on définit un prompt, c'est comme un brief en fait, et on le saisit en fait dans l'intelligence artificielle, en l'occurrence là dans le ChatGPT 3, bientôt 4, et on peut tout lui dire en fait. Il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres dans le cadre de ce qu'on saisit et ce qu'on demande à ChatGPT, mais on peut tout lui demander. On peut lui demander de faire une stratégie éditoriale pour un client. Alors là, on risque d'être déçu, hein, ça marche pas comme ça, mais quand on rentre bien tous les éléments constitutifs d'un brief tel qu'on sait le faire chez You Love Words, en l'occurrence, hein, c'est notre métier que de briefer, ben on arrive à des résultats qui sont assez surprenants. Dans le cadre de la production, vous le savez comme moi aussi, c'est quelque chose qui marche très bien, qui marche très bien, qui se teste et qui est assez bluffant en tout cas dans les résultats qu'il présente. J'ai besoin que tu me dises, on avait fait le test, qu'est-ce qui serait passé si Blanche-Neige n'avait pas croqué la pomme? On s'était éclaté à voir en fait que Blanche-Neige aurait quand même croisé un jour son prince charmant sans manger la pomme. Il y avait une histoire qui est sortie de ça, c'était assez fou, quoi. Donc vous, Dear Market, responsable édito, Dear Com, responsable com, testez si vous n'avez pas déjà fait cet outil, vous verrez que c'est addictif. En revanche, c'est une vraie organisation, ça doit répondre à une stratégie globale et ça prend du temps, et ce temps-là, on ne l'a pas tous. Mais il faut y aller, il faut éprouver et voir ce que ça donne, quoi. Évidemment, pour mesurer aussi ce qui a été généré, il y a plein de choses assez intéressantes qu'on est en train de tester sur ChatGPT 3. Si vous l'avez fait aussi, partagez-nous un peu vos insights dans la barre de chat. Là, c'est un autre exemple que me partageait Romain ce matin. Donc, Romain, c'est il en charge de la marque chez nous et du growth marketing historiquement. Donc, il avait fait un test. Je suis une marque de chaussures en cuir pour hommes haut de gamme.
ChatGPT, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me lister les sujets d'articles qui vont me permettre de me positionner sur les requêtes, meilleures chaussures en cuir pour hommes et boutique chaussures en cuir Paris. Précise-moi les mots-clés que je dois incorporer dans mes articles. Et ChatGPT a sorti des premiers éléments de réponse qu'il faut évidemment analyser et lire, mais ça nous a fait gagner du temps. Et tout ce qui est sorti de ChatGPT n'était pas forcément débile ou non plus brillant. Il y avait un entre-deux. En tout cas, il y avait une sorte de magie à se dire, tiens, ok, ça fonctionne très bien, ça fonctionne moins bien, quoi. Ça pose quand même beaucoup de questions et nous on suit ça d'un œil assez avisé et on va le faire de plus en plus dans les années à venir, à vrai dire. Au-delà de l'opportunité et du génie qu'il peut y avoir à suivre ça, à nouveau c'est un créatif qui vous parle, hein, c'est plutôt un esprit créatif qui vous parle. Il y a quand même des biais, une opacité des sources qui aujourd'hui posent problème à certains, et moi je peux le comprendre. Les IA finalement elles sont entraînées sur une data qui est existante à un instant précis avec les biais qu'elle comporte. Donc, les risques d'erreur, des prises de position politique et morale. Je ne sais pas si, comme nous, vous avez suivi plein de petits scandales d'Alain Soral qui croiserait un avis de Macron et en fait, tout ça serait sorti de la bouche de notre président. Bon, bah, c'était pas possible, quoi. En tout cas, c'était pas fiable comme données. Il y a plein d'autres exemples de ce type-là, hein. Un manque de représentativité et de diversité. Les données et les raisonnements sont très spécifiques. Je suivais une conférence récemment chez We Are proposée par le Hub Institute qui était passionnante. Qui expliquait qu'une bonne partie des infos de l'intelligence de ChatGPT-3 vient de Reddit. Reddit, qui est un forum magnifique dans lequel il y a quand même énormément d'échanges qui sont faits tous les jours, mais sur une base de population qui n'est pas représentative, la population ni mondiale, elle est plus américaine et plus sur une cible, si je ne me trompe pas, 15-35. Voilà, cette intelligence-là viendrait d'un cerveau de personnes qui ont entre 15 et 35 ans avec leur biais cognitif à eux. Donc, il faut le relativiser, ça. Même si c'est très intéressant de le suivre, encore une fois. Tout ce qui est exécution versus vision, bah, voilà, on se rend compte que l'intelligence artificielle, elle est programmée pour produire du contenu en utilisant des règles, des modèles et des exemples. Ça reste une exécutante, d'où l'émergence, comme je vous le laissais un peu pressentir, d'un nouveau métier. Je vous parlais du prompt tout à l'heure. Les prompt engineers sont ce qu'on appelle chez nous des content strategies, d'une certaine façon, hein, des personnes qui sont capables de briefer en fait l'intelligence artificielle et de leur poser le sujet de la meilleure des façons. Il faut bien le construire. Mais en gros, cette intelligence-là, elle n'a pas encore suffisamment d'esprit critique, de recul et de pourquoi. Évidemment, ça peut être challengé. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'affirmation massive et absolue quand on parle de ChatGPT-3 parce que ça va à une vitesse tellement folle qu'il faut rester humble par rapport à tout ça. Je check le temps. Il me reste encore 5 minutes, je pense. C'est parfait. Comme ça, je vous présenterai la dernière tendance. Je ne sais pas si vous êtes tous bien connectés et que ce sujet vous passionne autant que nous. Je vous en parle avec pas mal d'énergie et peut-être je parle un peu vite, mais n'hésitez pas à me freiner si c'est le cas. Mais voilà, c'est ça la passion. Ça a des limites éditoriales aussi de ChatGPT et ChatGPT-3 en l'occurrence en l'état. Dans la génération de texte, l'IA, on trouve en tout cas manque encore de subtilité de langage. Donc tout ce qui est sarcasme, humour, jeu de mots, on n'y est pas encore, mais on en reparle dans 6 mois, 3 mois, on verra bien. En tout cas, en l'état, on trouve que là-dessus, de ce qu'on lit aussi des avis du marché, voilà, ça manque encore de ces subtilités-là. Et elle peine à imiter le naturel humain et rend un ton qui reste quand même globalement impersonnel. C'est une vraie opportunité pour nous tous aussi d'affirmer ce qui va différencier nos marques du marché, de faire des pas de côté, de définir un tone of voice qui est propre à nous. Après, on peut aussi demander ça à ChatGPT-3 aujourd'hui. Croise ma marque avec Nike ou avec une autre marque sur tel sujet et vois ce que ça donnerait. Ça prend beaucoup de temps et on croit quand même encore énormément là-dessus à la force collective, mais qui va s'appuyer sur les outils d'intelligence artificielle du moment. Ce qu'on trouvait intéressant, notamment avec Clémentine, à qui je vais passer la main dans quelques minutes, qui m'a aidé avec Romain à préparer cette partie-là, c'est qu'en fait, cette langue qui se crée entre nous et l'intelligence artificielle, bah, c'est un langage particulier, c'est un langage intermédiaire sur lequel les humains peuvent raisonner et que les machines peuvent suivre. Il y a une sorte de relation qui est en train de se créer, de jeu qui est en train de se créer, d'alliance qui est en train de se créer, et on est en train de la découvrir jour après jour et de voir ce qu'elle donne. Mais j'aimais bien en fait cette idée-là, qui a été, cette formulation-là qui a été faite par un prompt engineer qui s'appelle Riley Goodside. Pour finir, voilà, il y a plein d'opportunités pour le coup de l'IA. On ne parle plus que de ChatGPT-3, on parle de l'IA au sens large. Il y a plein de façons de les intégrer à vos process. D'automatiser des process internes, de vous aider à la réflexion, et il y a encore plein de choses à faire.
Je passerai rapidement là parce que je vois que Dimitri est arrivé et qu'il est à l'air en forme. Donc, je me donne 4-5 minutes pour la dernière tendance. Mais je ne sais pas si vous avez suivi comme une partie de notre équipe la conf de Canva sur comment créer une présentation PowerPoint au bon format. C'était assez bluffant. Donc, on voit que ça va être un vrai outil en soutien de nos cerveaux créatifs et du temps dont on dispose pour accompagner au mieux nous, nos clients et vous, les vôtres. Voilà, une dernière tendance, et je la pitch en 5 minutes grand max, c'est celle du langage clair. Alors, elle peut porter un peu à discussion et à débat d'une certaine façon. Mais je ne sais pas si vous saviez, en France, il y a 6 niveaux de langage, en fait, de maîtrise de la langue, de A1 à C2. Donc A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, c'est débutant, C2, c'est expert. Et le niveau B1, finalement, de ce qu'on a observé, c'est le langage clair. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il est compris et maîtrisé par à peu près 95% de la population. C'est le langage qui est le plus compris par la population. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que les entreprises, elles communiquent majoritairement au langage de niveau C1. Là où les Français la comprennent davantage au niveau B1. Et il y a 4 Français sur 10 qui, chaque jour, sont confrontés à des textes qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand je dis que ça peut, à un moment, prêter à discussion, c'est que c'est très bien, quand on est une marque comme la nôtre et peut-être comme la vôtre, d'avoir un langage expert à certains moments et d'être en C1, parce qu'on va parler de content marketing, d'account-based marketing, d'amplification des contenus, de prompt. Voilà. Ces mots-là, dans notre métier et dans notre discussion, la conversation que j'ai avec vous, il faut les garder, évidemment. Mais on a observé qu'avec beaucoup de nos clients, notamment un client qui accompagne Emma chez nous, qui est CNP, que voilà, dans l'assurance, dans le monde de la banque aussi, de la protection santé, il faut arriver à avoir un langage qui est très compréhensible par tous, parce que sinon, on se retrouve bombardé de questions de la part de nos clients et des utilisateurs qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur raconter. On a des call centers qui explosent et c'est un peu dommage. Ça me rappelle une expérience qu'on avait eue avec notre client SFR à l'époque, qui était qu'on parlait parfois de phishing. Et ils avaient vu sur leur forum que le mot phishing n'était pas compris par leurs utilisateurs qui préféraient utiliser le mot « j'ai perdu ma carte à puce de mon téléphone, comment la remplacer ?» Et le mot phishing était un mot pas adapté à ce moment-là. Il n'était pas clair en fait pour les utilisateurs. Donc voilà, je vais passer un peu sur les différents niveaux de langage. Vous les avez compris entre A1 et C2, hein, mais si ça vous intéresse, on pourra comprendre que prompt, c'est peut-être C1, C2 aujourd'hui, là où je m'appelle, c'est niveau 1. Le langage clair, donc il est vraiment tel que je viens de vous le présenter. Le principe, c'est que le rédacteur doit changer de point de vue pour se mettre encore plus qu'il ne l'aurait fait normalement à la place de son destinataire, de son utilisateur, de son lecteur. On recommande dans le langage clair d'utiliser une voix plus active, de se mettre à nouveau, comme je viens de vous le dire, à la place du lecteur, de structurer son contenu, et la cible, elle est très large finalement. Il y a d'autres méthodologies de rédaction, j'en profite pour vous les partager. La méthode FALC, FALC, qui veut dire facile à lire et à comprendre. Celle-là, pour le coup, elle est vraiment destinée aux personnes qui ont des difficultés de compréhension, là où le langage clair est commun à tous. Et donc, il y a des méthodes qui permettent à un moment de simplifier au maximum son expression orale et écrite pour être sûr qu'on est compris par tous. Et il y a un sujet sur le langage inclusif aussi, c'est une autre méthodologie de rédaction qui a ses émules et ses détracteurs. Tout le monde n'aime pas forcément la façon dont on lit certains contenus produits avec un langage inclusif. Mais ça, c'est une vraie décision d'une marque de l'utiliser ou pas pour affirmer certaines de ses valeurs, de ses convictions. Et donc là, chacun est libre, évidemment, d'adopter ce langage ou pas. Mais je trouvais ça intéressant avec l'équipe de vous présenter le langage clair. Ça peut résonner, vous faire réfléchir pour certains d'entre vous à justement la façon dont vous parlez à vos audiences. Trouver le bon tempo entre compris par tous et en même temps afficher une vraie forme d'expertise. Voilà, et là-dessus, il y a plein de KPI assez sympas à suivre, que ce soit les conversions, d'AB tester. Si vous avez un doute, testez un langage clair sur un contenu, un langage un peu plus expert sur l'autre, ou sur le même contenu, et vous verrez bien ce qu'il en ressort. Voilà, j'ai fait ma petite demi-heure sur les premières trends. Rendez-vous cet après-midi pour la suite.